Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de cette émission entièrement consacrée au premier tour des élections régionales. Ce soir, je vous emmène dans les 13 nouvelles grandes régions pour vivre au plus près et en temps réel ces élections grâce à nos correspondants mobilisés sur place. Des élections dans un contexte particulier, celui d'une vaste réforme territoriale qui redessine les frontières intérieures du pays et dans un contexte sécuritaire hors du commun. La France étant, vous le savez, en état d'urgence suite aux attentats meurtriers du 13 novembre dernier, une situation qui a forcément un impact sur le résultat de ces élections. Alors justement, on va s'intéresser ce soir aux chiffres déjà qui sont sortis, qui sont officiels. Le chiffre, c'est celui de l'abstention. Vous allez le voir, il s'affiche sur l'écran. Il est de 49,5%. C'est un peu moins qu'en 2010 où l'abstention avait atteint 53%. Autre chiffre que l'on peut vous donner à cette heure-ci, c'est le rapport de force. Alors, rapport de force national, le Front National, 27,2% dans un mouchoir de poche. Le groupe de droite, les Républicains, UDI, Modem, 27%. Les socialistes et le Parti radical de gauche, 24%. Europe Écologie Les Verts, 6,6%. Nous allons évidemment revenir sur ces résultats avec des analyses et notre politologue qui sera en duplex de Paris. Mais je vous propose de démarrer tout de suite notre tour de France et de nous rendre immédiatement dans le sud, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où ici, le Front National vise la victoire avec comme tête de liste Marion Maréchal Le Pen, Benjamin de l'Assemblée nationale. Elle serait en tête d'après les estimations. À droite, c'est Christian Estrosi et à gauche, Christophe Castaner, le maire de Forcalquier. Alors où en est-on? Y a-t-il un FN et une droite au coude à coude? Claire Lacroix, vous êtes à Marseille, en direct. Que peut-on dire à cette heure-ci? Alors Grégoire, les estimations, je vous les rappelle, 41,2% pour le Front National, 26% pour la liste Les Républicains UDI de Christian Estrosi, 15,9% pour celle du socialiste Christophe Castaner, 7% pour Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche. La gauche totaliserait un peu moins de 25% des voix. Et ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de tensions entre les candidats qui défilent ici sur le plateau de France 3. Le candidat socialiste Christophe Castaner s'est exprimé brièvement tout à l'heure. Il a déclaré que l'heure était grave, mais laisse planer le mystère. Va-t-il se désister, oui ou non? On ne sait pas, il semble réticent. Même, il appelle en tout cas les forces de gauche à y réfléchir et a jusqu'à mardi 18h, date du dépôt définitif des listes, pour se positionner. De leur côté, les Républicains appellent bien sûr au vote utile, mais on les sent un peu sonnés par ces premières estimations. Christian Estrosi serait 15 points derrière Marion Maréchal Le Pen. Un écart très important. Quant au Front National, lui, bien sûr, il apparaît confiant, triomphant. Même Marion Maréchal Le Pen, qui aura 26 ans cette semaine, croit en sa victoire. Elle réalise ce soir le meilleur score du Front National. Elle devance même sa tante Marine. On attend désormais son intervention prévue autour de 22h depuis son quartier général dans le Vaucluse, où elle a été ovationnée il y a quelques minutes au moment de son arrivée. Merci Claire, et bien sûr vous revenez quand vous le souhaitez dans cette émission. On continue notre tour de France, une autre région scrutée de près dans le nord, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, puisque le scénario de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur semble se rejouer ici même à Lille. Alors vous le savez, Marine Le Pen est candidate ici. Marine Le Pen, face à elle à droite c'est Xavier Bertrand et les socialistes sont emmenés par Pierre de Saint-Ignon. Pierre de Saint-Ignon qui a réagi, il disait il y a un instant que tout doit être fait pour que les défenseurs de la République gagnent, on l'écoute. Actuel s'avère réel. Et si le score est aussi élevé, tout doit être fait pour que les défenseurs de la République et de nos valeurs gagnent. Personne ne peut avoir ce soir la prétention de gagner seul. Personne ne peut prendre le risque de laisser la division, la haine et le refus des autres diriger notre région. Nous devons trouver la solution qui permet de continuer à développer notre grande et belle région et de défendre les valeurs de la République, celles de l'égalité et celles de la fraternité, alors même que ce sont ces valeurs qui ont été attaquées par les fanatiques et aujourd'hui par les extrémistes. J'y prendrai, quant à moi, toute ma part. Voilà, le socialiste Pierre de Saint-Ignon qui semble touché par ces résultats. Quelle est l'ambiance en ce moment? Frédéric Hainaut, vous êtes en direct de Lille. Frédéric, c'est à vous, vous êtes en direct de Lille. Quelle est l'ambiance en ce moment?
Alors, on rappelle déjà les résultats donc de ce premier tour, les résultats partiels. Marine Le Pen, selon l'estimation Ipsos sortie des urnes, atteint les 40,3%. En Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Un seul exemple, à Calais, elle fait 50%. Évidemment, la problématique des migrants a joué en sa faveur. Xavier Bertrand des Républicains atteint 25% et Pierre de Saintignon, le socialiste, est troisième avec 18,4% des suffrages. Alors, les réactions en vue du deuxième tour n'ont pas tardé. Marine Le Pen, en direct depuis son QG d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, a salué un résultat magnifique, je cite, et elle a appelé tous les électeurs à les rejoindre, quel que soit leur vote du premier tour. Nous les accueillerons fraternellement, a dit Marine Le Pen, dans ma région, dit-elle toujours, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. On notera au passage l'inversion du nom des deux régions qui est supposée marquer l'attachement du Front National aux petits, aux faibles, aux déclassés. Rappelons-le, la Picardie pèse 2 fois moins lourd que le Nord en termes d'habitants. Lille sera la capitale de la future grande région. Ce ne sera pas Amiens. Et beaucoup en Picardie ont la peur de ce déclassement. Pierre de Saintignon, le candidat PS, a lui aussi réagi. Il a déclaré « Personne ne peut avoir la prétention de gagner seul. Personne ne peut prendre le risque de laisser la division, le refus des autres, la haine diriger notre région. » Est-ce là une forme d'adresse à son rival de droite, Xavier Bertrand, arrivé deuxième? Envisage-t-il, Pierre de Saintignon, une fusion des listes gauche et droite? La formule est en tout cas sibylline. Xavier Bertrand, enfin, quant à lui, dans sa déclaration de 20h, est resté fidèle à ce qu'il avait toujours déclaré. Il a dit « La liste de rassemblement de la droite et du centre est la seule alternative possible contre l'extrême droite. » Pas de fusion en vue, donc, dans le camp de la droite. Le suspense reste entier et le dépouillement se poursuit dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Merci Frédéric et n'hésitez pas à intervenir si vous avez de nouvelles réactions. On poursuit notre Tour de France. Nous partons cette fois-ci dans les Pays de la Loire où, vous le savez, la campagne a une nouvelle fois été marquée par le projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, voulu par le Parti Socialiste, rejeté par Europe Écologie Les Verts. Le PS qui a investi Christophe Clergeau. Rapidement, sachez que, à droite, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui a été investi. Et le Front National est représenté par Pascal Gana. Alors ici, on annonçait une certaine avance de la droite. Qu'en est-il à cette heure-ci? Éléonore Duplay, vous êtes en direct de Nantes. Bonsoir Éléonore. Bonsoir Grégoire. Eh bien ici dans les Pays de la Loire, nous n'avons pas encore reçu les résultats définitifs, mais je vous rappelle les premières estimations qui sont tombées tout à l'heure. 33,9% des suffrages exprimés pour Bruno Retailleau, les Républicains donc en tête, 25,6% pour le Parti Socialiste et le FN qui se maintient pour une triangulaire 21,1%. Depuis 11 ans, la droite rêve de reconquérir cette région perdue en 2004 par François Fillon. Mais le deuxième tour, cependant, reste ouvert. Peu de chance en effet que les voix du Front National, qui se maintient pour la première fois dans la région au second tour, se reportent sur les Républicains. Le candidat Bruno Retailleau dispose cependant d'un réservoir de voix. Liste Debout la France à 4,2%, cela ferait 38%, plus éventuellement le petit 1,3% d'une liste souverainiste. À gauche, l'inconnu vient d'abord d'Europe Écologie Les Verts, 7,8%. En 2010, les Verts avaient déjà fait liste à part avec le Parti Socialiste. À l'époque, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était déjà dans la balance. Ils étaient finalement parvenus à un accord au deuxième tour avec le PS. Mais là, les positions se sont durcies tout récemment car le préfet vient de lancer les premiers appels d'offres pour les travaux. Une procédure d'urgence est également engagée pour des premières expulsions dans les semaines qui viennent, peut-être sur la zone du futur aéroport. Et dans ce contexte, la candidate Europe Écologie Les Vertes, Sophie Bringuit, conditionne tout accord avec le PS à la commande d'une nouvelle étude indépendante sur le sujet. Pour l'heure, les socialistes ne veulent pas en entendre parler, mais même en cas d'accord avec les Verts, et même si l'on ajoute l'ensemble des petites listes à gauche, comme celle des communistes, eh bien le compte n'y est pas forcément. Merci Éléonore pour cette analyse complète. Que se dit-il sur les réseaux sociaux autour de ces élections régionales? Notre spécialiste du web dans la rédaction est mobilisé ce soir pour traquer vos commentaires. C'est la revue du web, c'est signé Christelle Chabert, Marie Perrin.
Que se passe-t-il dans les isoloirs? Grâce ou à cause de la mode des selfies, on le sait désormais, les électeurs et surtout les jeunes sont nombreux à se prendre en photo pour montrer qu'ils ont accompli leur devoir citoyen. On peut s'en féliciter, en sourire. Brice, lui, ça l'énerve. Il se demande si ceux qui font ça veulent une médaille pour avoir fait leur devoir civique. Un devoir que certains accomplissent à leur façon, quitte à ce que leur vote ne soit pas comptabilisé. Il y a ceux qui font passer des messages et ceux qui revisitent les noms de certains candidats. Celui de Valran de Saint-Just a subi quelques modifications. Sur la forme, de nombreux tweets brocardaient le décalage entre la taille des bulletins et celle des enveloppes. Certains ont ainsi vécu ça comme une épreuve d'origami dans l'isoloir. Faire rentrer un bulletin A4 dans une enveloppe A8, une situation plutôt bien résumée par ce gif animé. Ce qu'on savait moins, c'est que le passage dans l'isoloir peut vous changer un citoyen, soit en super-héros, soit en pin-up de cartoon américain. Le genre de transformation qui devrait convaincre tout le monde d'aller voter pour le second tour. Merci Christelle, on vous retrouvera évidemment tout au long de cette émission. Allez, on poursuit notre tour de France. Nous partons cette fois-ci en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Nous retournons dans cette région. Rapidement, je vous le rappelle, les socialistes sont partis très divisés. Le FN mise beaucoup sur cette région avec le compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, qui est tête de liste, et puis le candidat de l'Union de la droite, qui est le politologue Dominique Ragnier. Quelle est l'ambiance sur place? C'est la question que je pose à Pierre-Jean Frison. Vous êtes en direct de Toulouse, Pierre-Jean. Oui, Grégoire, toujours en direct de Toulouse avec tout d'abord ce rappel des résultats pour vous donner la couleur de l'ambiance. Elle est plutôt bleu marine puisque Louis Alliot est très largement en tête des premières estimations avec 30,9% des voix pour le candidat tête de liste du Front National. Il devance Carole Delga avec 24,8% des voix et Dominique Régnier 19% des voix. En quatrième position et encore en position de se maintenir pour le second tour, il y a Gérard Onesta pour les Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Et puis Philippe Sorel, le dissident socialiste maire de Montpellier, est le dernier à pouvoir fusionner avec 5% des voix. Vous le découvrez actuellement à l'écran. Pierre-Jean, Carole Delga, socialiste, va-t-elle pouvoir conserver la région à gauche, à votre avis ? Alors c'est la grande question de la soirée, car si on compare les résultats de Carole Delga, donc avec 25,5% par rapport à ceux de Martin Malvy et de Georges Frêche, Martin Malvy avait obtenu 41% des suffrages au premier tour pour Midi-Pyrénées, Georges Frêche 35% pour Languedoc-Roussillon. Autant dire que l'écart est conséquent et qu'elle va avoir besoin du rassemblement de toutes les forces de gauche, notamment de Gérard Onesta. Donc pour la liste Europe Écologie Les Verts, s'il fait un résultat plus faible qu'espéré, 2 fois moins qu'en 2010, ce sera sans doute lui la clé du second tour pour Carole Delga. N'oublions pas également Philippe Sorel qui aura son mot à dire avec 5,3% des voix. C'est sans doute un mauvais score pour lui, mais ces 5,3% de voix pourraient bien faire la différence lors du second tour. Je vous rappelle le dernier sondage sorti ici en Midi-Pyrénées. Carole Delga était en tête avec seulement 3 points d'avance sur Louis Alliot. Autant dire que ce soir, les discussions à gauche vont durer un certain temps et qu'elles seront très importantes pour l'issue de ce second tour. Oui, Pierre-Jean, c'est sûr que les nuits vont être blanches dans les états-majors parisiens jusqu'à mardi. Merci à vous, on vous retrouve tout à l'heure. Poursuivons notre tour de France, nous partons en Bretagne où, vous le savez, le FN a investi le secrétaire départemental d'Ille-et-Vilaine, Gilles Penel. Priorité ce soir aux résultats, mais également aux réactions. Je vous propose de l'écouter. Que si nous dépassions les 20% sur l'ensemble de la Bretagne, ce serait historique. C'est un chiffre qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques semaines. Cela prouve que le Front National s'inscrit dans une dynamique en Bretagne déjà depuis 2 ans et demi, on va dire. Et là, au régional, franchir les 20% au premier tour. Car bien évidemment, si c'était le cas, je pense que la dynamique s'accélérerait au second tour, puisqu'il ne resterait que 3 listes. Je pense que c'est acquis ce soir. Voilà, c'est donc Gilles Penel, tête de liste Front National en Bretagne. Alors la Bretagne, vous le savez, candidat pour la gauche Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et Marc Le Fur pour les Républicains. Justement, où en est-on ce soir? Quelle est l'ambiance? Stéphanie Labrousse, vous êtes à Rennes. Oui, écoutez, je peux vous dire, Grégoire, que la tendance est plutôt aux roses à l'issue de ce premier tour en Bretagne. La Bretagne était l'une des rares régions que la gauche espérait conserver. Et ce soir, c'est en effet Jean-Yves Le Drian, le ministre candidat qui arrive en tête. Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé peu avant 21h depuis son QG à Rennes. La Bretagne de la confiance, c'est celle qui refuse le recroquevillement pour s'ouvrir au monde.
a-t-il déclaré le visage grave. Jean-Yves Le Drian qui obtiendrait selon les dernières estimations dans les 34,1%, 43,7% même dans son fief de Lorient, ville dont il a été le maire, circonscription dont il a été le député. Le ministre de la Défense qui arrive en tête à l'issue de ce premier tour comme en 2010, alors que cette année, compte tenu de ses fonctions ministérielles, compte tenu des attentats tragiques de Paris, il n'a pas été en mesure de faire campagne accaparée donc par ses fonctions ministérielles. De son côté, la liste d'Union de la droite et du centre est déçue. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, vient de déclarer la tête de liste Marc Le Fur avec un score dans les 23,4%. Et que dire d'Europe Écologie Les Verts qui ne passe pas ce soir le cap du second tour avec 6,9% selon dernière estimation. C'est une vraie catastrophe, a déclaré l'une des représentantes des écologistes bretons. À voir si les écologistes vont pouvoir fusionner en vue de second tour. Et puis tout à l'heure, vous parliez, on entendait Gilles Penel, eh bien la nouveauté, c'est que le Front National multiplie par 3 son score par rapport à 2010. Il confirme donc sa progression en Bretagne, même si elle demeure moins forte que dans d'autres régions. Le FN qui obtiendrait dans les 18% des suffrages et qui pourrait donc faire une entrée en force dans l'hémicycle régional de Bretagne. Merci Stéphanie pour ces précisions. On vous retrouvera tout à l'heure avec des résultats encore plus affinés. Merci à vous. Autre région, je vous propose de rejoindre Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes avec Jean-Jacques Queyranne, candidat socialiste. Et à droite, Laurent Wauquiez, secrétaire général des Républicains. Il s'est exprimé il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter. Ont été très clairs. Il y a une belle dynamique qui s'est exprimée autour de nous. Les électeurs ont envie de renouvellement dans notre région Rhône-Alpes-Auvergne. Ils ont envie d'une nouvelle génération. Et rarement un président sortant aura subi un tel échec et un tel désaveu. Maintenant, au second tour, on est la seule liste qui peut battre le Parti socialiste. J'invite tous ceux qui ont envie de tourner la page de ces 11 ans de gâchis, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'un nouveau souffle dans notre région, autour de convictions claires, celles qu'on défend, pas d'augmentation d'impôts, des valeurs de travail et pas d'assistanat, des valeurs autour du respect, du mérite, de l'effort, une République qui soit ferme à venir nous rejoindre. Ce nouveau souffle, il s'est levé, il y a une belle dynamique. Les gens ont envie de ce changement. Maintenant, je les invite à venir participer à cette dynamique. Et on a un beau défi. Voilà, c'est Laurent Wauquiez, déclaration il y a quelques minutes à peine. Donc Laurent Wauquiez faisait face au socialiste Jean-Jacques Queyranne qui brigue un troisième mandat. Et pour le Front National, Christophe Baudot. Où en est-on ce soir? Émilie Rousseau, vous êtes en direct de Lyon. Alors les estimations peuvent encore évoluer, mais on assiste d'ores et déjà à une droitisation de la région, des résultats qui confirment la vague bleue qui a commencé lors des départementales. Je vous rappelle que les deux régions étaient à gauche et elles pourraient avoir voté à droite ce soir. L'écart se creuse en effet entre la droite et la gauche, 32% pour Laurent Wauquiez et un peu moins de 24% pour Jean-Jacques Queyranne. Et puis le Front National continue lui sur sa lancée, entre 25 et 27% des voix selon les dernières estimations. Le FN porté par des vents ascendants, même si ses représentants en région sont peu connus. Les estimations le donneraient même deuxième devant le socialiste Jean-Jacques Queyranne. Alors la comparaison est limitée, mais en 2010, le Front National avait fait 14% en Rhône-Alpes et 8% en Auvergne où il n'avait même pas de conseillers régionaux. Alors depuis, il a évidemment progressé d'abord aux européennes de 2014 et puis en 2015. Alors nous n'avons pas encore le nombre de voix et l'analyse va s'affiner au fur et à mesure de la soirée. Mais le Front National consolide néanmoins ses bases, même s'il n'a pas tenu ses promesses, à savoir faire 30% des suffrages et arriver premier pour ce premier tour. Et puis le Front National possède peu de réserves de voix pour le second tour. Il en va de même pour la droite. Tout reste donc encore possible dimanche prochain. La gauche, si on additionne toutes les voix de la gauche, elle pourrait faire entre 33 et 35%. Oui, les tractations vont se multiplier ces prochaines heures. Merci Émilie, à tout à l'heure. Je vous le disais, les élections se jouent également sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, quelle est l'application des jeunes dans le scrutin? C'est Christelle Chabert qui nous le dit. Pour certains jeunes, ces élections régionales étaient les premières de leur vie de citoyen. Comme Romain, c'est la première fois de ma vie que je vais voter, dit-il, et ce n'est pas pour les élections des délégués de classe. D'autres, par contre, comme Marie, aiment les symboles et réservent leur premier vote pour le scrutin suprême, les présidentielles. Voilou Marie, encore 2 ans à tenir. Certains ont des avis déjà bien tranchés sur les scrutins. Nikos pense que pour les législatives et les régionales, un tirage au sort conviendrait mieux.
Justine, 21 ans, lui rétorque que ces élections régionales sont aussi importantes que les présidentielles, car les élus prennent également des décisions. Quoi qu'il en soit, dans l'isoloir, le choix n'a pas toujours été facile. Zeppeline s'est demandé si elle n'allait pas jouer à plouf-plouf pour choisir le bon bulletin. D'autres se sont posé de vraies questions sur le paysage politique. À 19 ans, Maxime se demande s'il est le seul à se dire que l'on manque cruellement d'un grand parti du centre en France. En tout cas, si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ce qui est sûr, d'après Nawak, c'est que les politiques s'intéressent à eux. Merci Christelle Chabert, on vous retrouve tout à l'heure. On continue notre tour de France, on part en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne et vous le savez, parmi les candidats du Front National, une figure du parti, le vice-président Florian Philippot est candidat. Il a réagi il y a quelques minutes, je vous propose de l'écouter. Les résultats que j'ai, qui nous remontent, sont historiques, et notamment en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, où on est nettement devant l'UMP et très nettement devant le PS aussi. On est très au-dessus des meilleurs sondages, très au-dessus des résultats précédents des européennes et départementales. Maintenant, il faut confirmer, il faut amplifier cette dynamique, mais la dynamique, elle est chez nous et elle est très importante. Voilà, Florian Philippot, très satisfait. Quelle est l'ambiance à Strasbourg? Francine Dubail, vous êtes en direct, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors ici, évidemment, elle est électrique. Vous savez, personne ne s'attendait à un Front National aussi élevé. Le Front National qui est largement en tête de ce premier tour avec près de 35%. Évidemment, il s'agit d'une estimation Ipsos sur la base de premiers résultats, mais ça donne tout de même une bonne indication. Le numéro 2 du FN aurait 9 points d'avance sur le candidat Philippe Richert, le président sortant d'Alsace, tête de liste pour les Républicains qui rassemble à la fois le MoDem et l'UDI. Philippe Richert pour la droite et le centre totalise 26% des voix et le socialiste Jean-Pierre Masseret, président sortant de la Lorraine, arrive donc en 3e position avec à peine 17%. Et ce soir, Jean-Pierre Masseret, je vous le rappelle, réaffirme qu'il se maintiendra au second tour. Il y aura donc bien une triangulaire au 2e tour dimanche prochain. Le président socialiste sortant de la Lorraine l'avait déjà affirmé durant la semaine, mais même au vu des résultats, il affirme qu'il n'y aura ni fusion ni retrait. Ce soir, c'est un véritable raz-de-marée Front National qui est arrivé donc sur cette nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine avec des records d'un certain département, plus de 40% par exemple en Meuse, 37% dans les Vosges et puis dans son fief par exemple en Moselle à Forbach, eh bien Florian Philippot, vous savez qu'il est conseiller municipal d'opposition dans cette commune de Moselle, eh bien il totalise 45% des suffrages. Il faut dire qu'en 2015, c'est à nouveau un record pour le Front National. Le Front National qui a fait 2 fois plus qu'en 2010. Et c'est aussi une victoire personnelle pour Florian Philippot. Ici, le Front National s'enracine scrutin après scrutin, puisque ça fait 4 fois que Florian Philippot se présente dans cette région. Le FN qui a le vent en poupe donc et qui va profiter justement de cette dynamique pour le second tour dimanche prochain. Merci Francine pour cette analyse. On vous retrouve encore une fois tout à l'heure avec plaisir. On part cette fois-ci en Île-de-France. On retourne dans la région donc Île-de-France où, vous le savez, eh bien c'est Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui est candidat pour le Parti socialiste. Face à lui, l'ancienne ministre du Budget sous le gouvernement Fillon, Valérie Pécresse, et pour le Front National, Valrand Saint-Just. Alors Emmanuel Tixier, vous êtes en direct de Paris. Vous avez des premières estimations, mais il faut être prudent à cette heure-ci. Oui, il faut être très prudent, Grégoire. Les toutes dernières estimations de notre partenaire Ipsos viennent de nous parvenir. Valérie Pécresse et sa liste d'union de la droite et du centre arriveraient en tête de ce premier tour. Valérie Pécresse obtiendrait 31,9% des suffrages, 7 points devant la liste de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, avec 24,7%. 7 points d'écart, ce serait un petit peu en deçà des espérances de Valérie Pécresse, qui s'était fixé comme objectif 10 points d'écart. Elle devrait ce soir tenter de rassembler les électeurs de la droite et du centre autour de son projet. Information évidemment d'importance pour l'Île-de-France, c'est un score inédit que réaliserait le Front National dans la région. Il arriverait en 3e position avec 18,2% des suffrages selon notre partenaire. C'est une percée dans cette région traditionnellement peu favorable au parti de Marine Le Pen. Je vous rappelle qu'en 2010, la liste Front National avait été éliminée dès le premier tour. Concernant les autres estimations, la liste Europe Écologie Les Verts emmenée par Emmanuel Cos obtiendrait 7,9% des suffrages. La liste du Front de Gauche emmenée par Pierre Laurent, 6,5%. Enfin, Debout la France serait avec
6% des suffrages derrière le Front de gauche. Plus de précisions à venir bien sûr dans la soirée avec des estimations affinées. Exactement, vous êtes le bienvenu Emmanuel et n'hésitez pas à intervenir dès que vous avez ces résultats affinés. On continue notre tour de France, suivez-moi, je vous emmène en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Ici, bien cette région devrait être normalement l'une des rares satisfactions pour le Parti Socialiste. Alain Rousset est candidat socialiste pour diriger ce secteur. Les Républicains et l'UDI ont investi Virginie Calmel, première adjointe d'Alain Juppé. Et le Front National a investi Jacques Colombier. Louis Roussel, quelles sont les estimations dont vous disposez à cette heure-ci ? Eh bien, à cette heure-ci, Grégoire, Alain Rousset, le président sortant de la région Aquitaine, arrive largement en tête à plus de 30% des suffrages devant la novice en politique, candidate de l'Union des Républicains UDI Modem, Virginie Calmels, première adjoint au maire de Bordeaux, Alain Juppé, avec plus de 25% des voix, devant Jacques Colombier, le candidat Front National, 22,8% des voix, et la candidate Françoise Coutan d'Europe Écologie Les Verts à 6% des voix. Ils sont les 4 listes qualifiées pour le second tour de cette élection régionale. À retenir donc la mobilisation des électeurs en faveur du sortant Alain Rousset. Ses soutiens parlent d'un plébiscite du bilan du président de la région Aquitaine, Alain Rousset, qui devrait s'exprimer d'une minute à l'autre. Ce soir, c'est un peu la douche froide pour la droite, pour la candidate des Républicains Virginie Calmels, première adjointe au maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé. Donc un score qui sera bien sûr très commenté au niveau national. Elle devra mobiliser les abstentionnistes. Et puis donc à retenir la percée du Front National qui va faire son entrée dans le nouvel exécutif avec, selon son candidat, une trentaine d'élus sur les 183 qui siégeront dans l'hémicycle. Merci lui pour ces précisions, on vous retrouve évidemment tout à l'heure. Alors on parle des résultats, nous faisons le tour de France, mais on s'intéresse également à ces résultats et on les analyse avec notre politologue en duplex de Paris, Fabienne Simon, directrice générale adjointe Ipsos Public Affaires. Merci d'être avec nous, vous êtes notre fil rouge. Que retenir là concrètement de ce premier tour des élections à travers les estimations ? Alors premier renseignement majeur évidemment, c'est la progression spectaculaire du Front National, qui, après son record des élections européennes et départementales, recueillant 25% des suffrages, enregistre un nouveau record et donc consolide et amplifie sa progression. Autre point aussi à retenir, mais ça on l'avait déjà anticipé, c'est que du coup, le Front National et la liste des Républicains, l'UDI associé au Modem, allié au Modem, sont véritablement au coude à coude. Un parti socialiste, certes à 24%, en troisième position, mais les candidats socialistes disposent dans la plupart des régions de réservoirs de vote conséquents. Donc vous voyez, quand on regarde non pas par parti politique, mais par grand bloc, c'est le bloc de gauche qui arrive en tête, avec près de 38% des voix, devant le bloc de droite et devant le Front National. Donc l'issue finalement du scrutin dimanche prochain dépendra vraiment de la capacité des listes de gauche à s'entendre et à s'unir au second tour. Oui, merci Fabienne. On vous retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous. Merci à vous. Nous poursuivons notre tour de France. Je vous emmène cette fois-ci dans le centre Val-de-Loire. Vous le savez, le président socialiste François Bonneau brigue un nouveau mandat. À droite, c'est Philippe Vigier qui est candidat et l'arbitre, bien normalement, de ce scrutin, comme dans de nombreuses autres régions, c'est le Front National. Arnaud Moreau, vous êtes en direct d'Orléans. Que peut-on dire à cette heure-ci ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la surprise, c'est le score du Front National, puisque la liste emmenée par Philippe Loiseau arrive en tête à l'issue de ce premier tour avec environ 30,5% des voix. Derrière, on retrouve la liste de Philippe Vigier, qui rassemble les Républicains, l'UDI et le Modem, avec 25,8% des voix. Et puis, encore après, celle de François Bonneau, le candidat sortant, et sa liste PSPRG, qui recueille 24,5% des voix. À noter que les Verts, avec Charles Fournier, obtiennent 6,3% environ, et que le Front de gauche de Nicolas Sansu est crédité d'environ 5,2%. Enfin, Alix Panlou pour Debout la France obtient 4,2% des voix. Alors, Philippe Loiseau, c'est l'homme surprise de ce premier tour. Il est député européen, originaire d'Eure-et-Loir. Il est âgé de 57 ans. Il triple son score de 2010, où il avait reçu à l'époque 11,2% des voix au premier tour. À noter tout de même qu'à l'époque, un candidat dissident du Front National, Jean Verdon, s'était présenté. Il avait obtenu à peu près 3%. Mais ce qui fait, pour le total des voix de l'extrême droite, ce total des voix a doublé entre 2010 et 2015 pour passer au premier tour d'environ 15% à 30% aujourd'hui. C'est énorme.
Parlons maintenant de François Bonneau, le candidat sortant. Rappelons qu'il a pris les commandes de la région en 2007. C'est Michel Sapin qui lui avait cédé à l'époque. Il a gardé son siège en 2010. Lui, il était à l'époque moqué. On le traitait de simple proviseur d'établissement scolaire. Aujourd'hui, il semble plus seul que jamais puisque aucun ténor du Parti socialiste n'est venu le soutenir. Manuel Valls devait venir, mais sa venue a été annulée à cause des attentats. Et François Bonneau semble aujourd'hui plus seul que jamais dans cette bataille pour garder son siège. Merci beaucoup Arnaud pour cette analyse complète. On vous retrouve là encore tout à l'heure. On continue notre tour de France. Suivez-moi, je vous emmène en Bourgogne-Franche-Comté où vous le savez, pour le Parti socialiste, c'est Marie-Guide Dufay qui est tête de liste. François Sauvadet, lui, conduit la liste de l'Union de la droite et le Front National, lui, est conduit par Sophie Montel. Ici, le Front National espérait bien semer un peu la pagaille. Une probable triangulaire s'annonçait d'ailleurs très serrée. Je vous propose de retrouver sur place Éric Sicot. Éric, avec une situation assez inédite et incertaine, vous êtes en direct de Dijon. Absolument Grégoire, la situation est inédite en Bourgogne-Franche-Comté avec un deuxième tour très ouvert à l'heure qu'il est. La liste FN de Sophie Montel arrive très nettement en tête, selon notre estimation Ipsos. On s'y attendait. Son score avoisinerait les 32%. Selon des chiffres quasi définitifs, elle atteindrait ainsi plus de 36% dans l'Yonne, un département où le Front National réalise traditionnellement de gros scores. Très symbolique aussi, le FN arrive en première position dans la Nièvre, la terre de François Mitterrand, une terre qui restait à gauche jusqu'alors. Alors la liste LR UDI de François Sauvadet arrive en deuxième position, créditée pour l'instant de 24,2%. Marie-Guide Dufay, elle, pour le PS, serait aux alentours de 22%. Derrière, et c'est une surprise, ni le Front de gauche ni les Verts ne seraient en mesure de pouvoir fusionner. Mais dès avant l'élection, ces deux listes avaient annoncé qu'elles soutiendraient la liste socialiste au deuxième tour, ce qui place finalement Marie-Guide Dufay en meilleure position que son rival de droite François Sauvadet. En revanche, Lutte ouvrière vient d'appeler à voter nul pour ne pas voter pour des partis bourgeois qui, je cite, ne feront rien pour la classe ouvrière. Alors à droite, la liste de Debout la France crée aussi une petite surprise. Elle dépasserait de justesse les 5%. Sa tête de liste, Maxime Thiebaud, vient d'indiquer qu'il attendrait le bureau politique de son parti demain pour prendre une décision. Alors Éric, je crois que vous avez quelques résultats définitifs pour certains départements. Oui, et pour des départements où l'on vote traditionnellement Front National, et cela se confirme, le FN est très nettement en tête dans le territoire de Belfort, 34,7% à plus de 15 points de ses rivaux. En Haute-Saône, le FN culmine à 37,35% et dans l'Yonne, je viens de le recevoir, 36,19% à plus de 13 points de la liste de droite. Merci Éric, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci à vous. On continue notre tour des régions. Nous partons en Normandie où, je vous le rappelle, à droite c'est le candidat Hervé Morin, ancien ministre qui est tête de liste. À gauche c'est Nicolas Maillard-Rossignol et le Front National a investi un 100% mariniste Nicolas Bay. Quelles sont les estimations? Je pose la question à Alexandra Huguetin en direct de Caen. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Grégoire. Eh bien, ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est, c'est que les sondages avaient vu juste pour la Normandie, qui n'échappera pas à une triangulaire au second tour. Alors, le candidat centriste Hervé Morin, qui emmenait avec lui les Républicains et le MoDem, arrive en tête ce soir, mais il est talonné de très près par le candidat frontiste Nicolas Bay, lieutenant de Marine Le Pen, qui enregistre dans certaines zones rurales du département de l'Orne, par exemple, des scores allant de 50 à 65% dans quelques petites communes. Nicolas Bay est d'ailleurs convaincu qu'il est capable de l'emporter dimanche prochain au second tour. Si Hervé Morin a bien fait ses réserves de voix ce soir, dans son calcul, il compte sur le report des voix des électeurs de Debout la France, qui enregistre 4% ce soir. Tout cela est faux si les électeurs de gauche se mobilisent, lui rétorque Nicolas Maillard-Rossignol. Le candidat socialiste, lui, compte sur le bon score des écologistes et du Front de gauche ce soir en Normandie. Les discussions devraient donc être importantes ce soir. C'est un enjeu pour lui. Si les reports de voix se font, les socialistes qui détiennent les deux ex-Normandie pourraient garder la future grande région, donc dimanche prochain. Le combat est difficile, reconnaît Hervé Morin ce soir, qui espérait, c'est vrai, 2 ou 3 points de plus pour être confortable à l'issue de ce premier tour.
Merci Alexandra pour votre analyse et là encore, je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec des résultats encore plus affinés. Merci à vous. Priorité aux résultats, priorité aux réactions et je vous propose d'écouter la réaction de Marc Le Fur, candidat républicain en Bretagne. Il a réagi il y a quelques minutes, je vous propose de l'écouter. Ces résultats, nos résultats, ne sont pas à la hauteur de nos espérances, mais ne sont pas davantage à la hauteur de la situation. C'est pour ça que j'appelle à un sursaut démocratique et un sursaut breton. Nous avions affaire à une double concurrence d'un candidat socialiste qui a parlé du Moyen-Orient et d'un candidat Front National qui a parlé des banlieues. Nous avons parlé des Bretonnes, des Bretons, nous avons parlé proximité, nous avons parlé de leurs problèmes. Et c'est ce que nous allons continuer à faire durant toute cette semaine qui nous reste. Ne sortons pas la Bretagne de ce débat, de cette élection. Plaçons-la au contraire au centre. Voilà, puisque nous sommes en Bretagne, je vous propose d'écouter la réaction de Christian Troidec, le leader des Bonnets Rouges, candidat sous la bannière Oui la Bretagne. Vous savez, le maire de Carhaix a été le fondateur des Bonnets Rouges. C'est ce mouvement qui est apparu en Bretagne en 2013 pour protester entre autres contre l'écotaxe. Il a réagi et on l'écoute. C'est fixé comme objectif de dépasser la barre des 10%, donc on est légèrement en dessous, donc on pense tout près des 8%, donc voilà, bien sûr on aurait préféré parce que ça nous a permis de nous maintenir au second tour et d'avoir des élus. Néanmoins on voit aussi qu'on a un joli score en Bretagne, qu'on devient la quatrième force politique dans le paysage politique breton, devant les écologistes et devant le Front de gauche. Voilà, il y a aujourd'hui une échéance qui vient de se passer. Voilà, alors on continue notre tour de France. Cette fois-ci, je vous emmène aller dans le sud. Partons en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où le FN vise la victoire avec Marion Maréchal Le Pen qui, d'après les estimations, a obtenu un score assez important dès le premier tour. Claire Lacroix, vous êtes en direct de Marseille et ce soir, vous nous le confirmez ? Oui, Grégoire, avec plus de 40% des voix, Marion Maréchal Le Pen réalise le meilleur score de son parti. Ce soir, elle devance même sa tante Marine. On attend son intervention dans quelques minutes depuis son quartier général du Vaucluse où elle a été ovationnée tout à l'heure au moment de son arrivée. Incontestablement, ce soir, la dynamique semble de son côté. À 26 ans, elle croit en sa victoire et cela d'autant plus qu'elle dispose d'une réserve de voix, celle de la Ligue du Sud notamment, un parti fondé par d'anciens membres du Front National. De son côté, le candidat socialiste va-t-il se désister au profit du tête de liste Christian Estrosi pour la liste Les Républicains UDI? C'est la question ce soir. Certains élus socialistes, comme l'ancienne ministre Marie-Arlette Carlotti, appellent déjà à une fusion des listes droite-gauche. Christophe Castaner, lui, le tête de liste, semble plus réticent. Il ne s'est pas encore positionné. Il a jusqu'à mardi pour le faire. Mais cela suffira-t-il à contrer le Front National? Rien n'est moins sûr. Merci beaucoup Claire. À tout à l'heure. Continuons notre tour de France, partons dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais auparavant, priorité donc aux réactions et je vous propose d'écouter la maire de Lille, Martine Aubry. Les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui sont touchés par la crise, et on le sait, par des colères, par des angoisses, ont souhaité mettre un parti qui ne défend pas ses valeurs en tête. À partir de là, je le dis à Xavier Bertrand très directement, les voix de gauche et les voix de droite se retrouvent. Nous ne demandons rien, aucun engagement, aucun aménagement. Nous voulons simplement que nous soyons capables ensemble de trouver la meilleure voie pour qu'effectivement ce soit les valeurs républicaines qui gagnent dimanche. Voilà, déclaration donc de Martine Aubry. Nous restons dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie avec vous, Frédéric Hainaut, et visiblement vous avez une information sur Pierre de Saint-Ignon. Toujours pas d'informations, en tout cas à beaucoup de questions. Et celle que tout le monde se pose, c'est Pierre de Saint-Ignon va-t-il se désister? Alors ce soir, le candidat socialiste arrive 3e dans une région historiquement dominée par la gauche. C'est une véritable claque. Tout de suite après la proclamation des estimations, il a déclaré personne ne peut avoir ce soir la prétention de gagner seul. Personne ne peut prendre le risque de laisser la division, le refus des autres, la haine diriger notre région. Est-ce là un appel du pied pour une fusion à son rival Xavier Bertrand qui, lui, la refuse catégoriquement? On a entendu Martine Aubry. Il semble que le mot fusion ne soit jamais prononcé. En tout cas, dès la proclamation des estimations, eh bien, le chef de file de la droite a répondu. La liste de rassemblement de la droite et du centre est la seule alternative possible contre l'extrême droite. Voilà ce qu'a dit Xavier Bertrand. En clair, pas question de fusionner. Alors, que peut-on dire de Pierre de Saint-Ignon au terme de ce premier tour? Eh bien, c'est que
Tout simplement, l'éternel bras droit de Martine Aubry à la mairie de Lille, le vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais en charge des questions économiques, n'a pas réussi à combler son manque de notoriété. C'est le seul des 3 candidats principaux à ne pas avoir de stature nationale. Il a également certainement payé le mécontentement contre la politique du gouvernement, ce qui est un classique dans les élections à mi-mandat pour les candidats issus du parti au pouvoir. Ce soir, une chose est certaine, Pierre de Saint-Ignon est en train de mûrir sa décision au moment même où nous nous parlons. Il a dit qu'il prendrait toutes ses responsabilités. Il devrait également tenir compte des consignes dictées par le Bureau national du Parti socialiste qui a commencé sa réunion il y a quelques minutes. Oui, réunion qui risque de durer tard dans la nuit. Merci Frédéric. Là encore, on vous retrouvera tout à l'heure. On poursuit notre tour de France. Nous partons plus au sud, Auvergne-Rhône-Alpes, avec donc 3 candidats. Le socialiste Jean-Jacques Kerran qui brigue un 3e mandat. À droite pour les Républicains, Laurent Wauquiez. Et pour le Front National, Christophe Baudot. Émilie Rousseau, vous êtes en direct de Lyon. Avez-vous des estimations plus précises à cette heure-ci ? Alors oui, Grégoire, ce soir, la grande question, c'est surtout celle de la réserve des voix. Et la plus importante est à gauche, la gauche qui était désunie au premier tour, mais qui va repartir unie, 5 listes rassemblées. Alors est-ce que ce sera suffisant pour rattraper l'écart? On ne le sait pas, ça paraît difficile. Les dernières estimations parlent de 10 points d'écart entre la gauche et la droite. Des négociations sont donc évidemment en perspective. Elles devraient durer toute la nuit et une bonne partie de la journée demain. Laurent Wauquiez, lui, dispose de peu de réserves de voix. Sa liste, il a fait liste commune avec celle du centre, ce qui le prive de réserve, mais son récent rapprochement avec la Manif pour tous pourrait en faire grincer certains au centre. En ce qui concerne le Front National, eh bien c'est la même chose, peu de réserves de voix. Et puis il reste évidemment les abstentionnistes. C'est traditionnellement l'enjeu entre 2 tours. Il va falloir mobiliser les électeurs. On estime que de nombreux abstentionnistes sont en fait à gauche et aussi chez les écologistes, que l'union avec le parti de gauche pourrait avoir effrayé au premier tour. Il va donc falloir pour la gauche mobiliser ses électeurs et appeler à ce qu'ils appellent le sursaut républicain, mais on ne sait pas ce soir si ce sera suffisant. Merci beaucoup, Émilie, pour cette analyse. Et là encore, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour faire un autre point dans la 3e partie de cette émission. Alors, vous le savez, ces régionales se jouent dans un contexte particulier puisqu'il y a une réforme territoriale de 22 régions. Nous passerons au 1er janvier à 13 régions. Un changement qui peut susciter quelques inquiétudes. Voyez ces réactions recueillies à Bordeaux. Derrière ces majestueuses façades des quais de Bordeaux, la capitale d'Aquitaine est la 3e ville de France créatrice de jeux vidéo. Une trentaine de start-up, 5 à 6 000 emplois directs et des jeunes chefs d'entreprise qui accueillent la perspective de la nouvelle grande région avec enthousiasme. Ça crée déjà un élan, ne serait-ce que les financements des regroupements d'entreprises. Au lieu d'être dupliqués, ils vont être mis à un seul endroit. Mais sur les routes du Limousin, certains lisent aujourd'hui une autre partition moins enjouée. Laurent est le plus grand traiteur de Limoges. Le conseil régional est son premier client, 18% de son chiffre d'affaires. On ne sait pas ce que le Limousin va devenir, si le siège du conseil régional va être réellement ici ou plus Bordeaux, on ne sait pas, tout est dans le flou. Notre route se poursuit vers le Poitou-Charentes, 150 km plus au nord, Brioux-sur-Boutonne. Chaque été, Brioux organise un festival de théâtre. Mais arrête-toi, je ne te ferai pas de mal. Des spectacles de renommée internationale, subventionnés à hauteur de 30% par l'actuel conseil régional. On va avoir des nouveaux compagnonnages à inventer, à trouver avec effectivement les nouveaux responsables de la région. Ils veulent bien rester positifs, mais à une condition, que les dirigeants de cette nouvelle région très rurale n'oublient pas les acteurs des contrées les plus reculées. Voilà pour ce sujet de notre équipe de Bordeaux. Alors c'est vrai que cette réforme territoriale a également une incidence sur le fonctionnement des régions, notamment la fameuse clause de compétence générale. Jusque-là, les institutions locales pouvaient réagir et intervenir dans plusieurs domaines, des domaines différents. Et avec cette réforme, eh bien, ce sera fini. Ils auront chacun des compétences bien définies, histoire évidemment d'éviter les doublons et de faire des économies. Voilà pour cette 2e partie, pour cette émission entièrement consacrée aux élections
élections régionales. Je vous rappelle rapidement les titres, les chiffres. Le taux d'abstention est de 50%. Concernant le rapport de force, le Front National obtiendrait au niveau national, vous le voyez sur l'écran, 27,2%, suivi de près par le groupe de droite, les Républicains UDI Modem, 27%, et le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche avec 24%. Merci de votre fidélité et de votre attention. Je vous le rappelle, tous de ces résultats, ces analyses, vous les retrouvez sur le site france-tv-info.fr, puisque la rédaction web est bien sûr entièrement mobilisée pour vous faire vivre ces élections. D'ailleurs, vous pouvez visionner cette émission sur le site france-tv-info.fr et pour ceux qui sont à l'étranger. Merci à vous. Alors, on se retrouve à 23h15 pour la troisième partie. Cette fois-ci, nous aurons des résultats définitifs. 22h15 pour la troisième partie. Nous aurons des résultats définitifs cette fois-ci, des résultats avec des précisions à faire. Merci, à tout à l'heure.